chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine en Éthiopie, Olusegun Obasanjo, rapporte les conclusions de son équipe. Les élections de lundi se sont déroulées de manière ordonnée, pacifique et crédible selon elle. Le groupe djihadiste de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué mardi une attaque commise le 12 juillet à Niamey contre le domicile du président de l'Assemblée nationale. Un garde du corps avait été tué au cours de l'attaque. Les autorités de Kinshasa ont annoncé avoir renforcé les mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans la capitale. Les contaminations quotidiennes dans le pays sont passées de 250 depuis le 15 juin, dont 347 à Kinshasa. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine en Éthiopie, Olusegun Obasanjo, a rapporté les conclusions de son équipe. Et bien, selon les observateurs de l'Union africaine, les élections législatives et régionales de lundi se sont déroulées de manière ordonnée et pacifique dans le pays. Reportage. Les opérations de comptage des voix étaient en cours mardi en Éthiopie, au lendemain d'élections cruciales, mais qui n'ont pu se tenir dans tout le pays en proie aux violences et à la famine, notamment dans la région en guerre du Tigré. Bien que ce double scrutin législatif et régional n'ait pu être organisé dans un 5e des circonscriptions pour des raisons sécuritaires ou logistiques, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué mardi la journée historique du 21 juin. Une porte-parole de la commission électorale a indiqué à la presse que le taux de participation a été très élevé, à la fois dans les villes et en zone rurale, sans toutefois donner d'estimation. Pour la mission d'observation de l'Union africaine, la satisfaction est totale au terme du scrutin. Malgré certains défis opérationnels, logistiques, liés au Covid-19, sécuritaires et politiques, dont la plupart ont été mentionnés dans l'ensemble, l'élection et le processus des élections se sont déroulés de manière ordonnée, pacifique et crédible. L'issue des élections sera scrutée de près par la communauté internationale, dont les États-Unis, qui avaient exprimé leur inquiétude de voir un si grand nombre d'électeurs exclus du processus et la détention de responsables de l'opposition. Le groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a revendiqué mardi une attaque commise le 12 juin à Niamey contre le domicile du président de l'Assemblée nationale. Faut-il le rappeler, au cours de cette attaque, un garde de corps a été tué. Un détachement de sécurité des soldats du califat a attaqué la maison du président du Parlement du Niger à Niamey à l'aide d'armes automatiques, tuant un de ses gardes et en blessant un autre, a affirmé l'ISWAP dans un communiqué publié par SITE, organisme spécialisé dans la surveillance des sites internet djihadistes. 2 hommes armés circulant en moto ont mitraillé dans la nuit du 11 au 12 juin le domicile du président de l'Assemblée nationale du Niger, Sieni Oumarou, tuant un de ses gardes du corps et blessant grièvement un deuxième, avait annoncé son entourage et les autorités. Une enquête a été ouverte immédiatement et les recherches en vue d'identifier et d'interpeller les auteurs sont actuellement en cours. Aucune attaque n'avait cependant ce jour été revendiquée par l'ISWAP dans la capitale nigérienne. Sieni Oumarou, soi-disant, qui dirige le mouvement national pour la société du développement au pouvoir de 1999 à 2010, était arrivé 3e à la présidentielle du 21 décembre 2020 et avait appelé à voter au second tour pour Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir vainqueur du scrutin. Il est président de l'Assemblée nationale depuis mars. Le Niger est confronté à ses frontières ouest avec le Mali et le Burkina Faso à de fréquentes attaques des groupes djihadistes sahéliens dont l'État islamique au Grand Sahara et dans le sud-est aux atrocités des djihadistes nigériens de Boko Haram et de l'ISWAP issu d'une scission de Boko Haram. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a appelé ce mardi à l'unité entre les acteurs politiques et militaires du pays. Ce faisant, il met en garde contre des fractures profondément inquiétantes au sein de l'armée soudanaise. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé une nouvelle initiative pour l'unité et la réconciliation des factions politiques soudanaises.
Tous les défis auxquels nous faisons face émanent d'une crise plus profonde, qui est politique avant tout, a-t-il déclaré. Cette initiative consiste notamment à réformer l'institution militaire et assurer l'intégration dans l'armée de groupes paramilitaires, dont la puissante organisation des forces de soutien rapide RSF, a indiqué le Premier ministre. Il a également estimé que la fragmentation de l'armée est profondément inquiétante. Des médias locaux ont récemment rapporté des tensions larvées entre les forces armées soudanaises et les RSF concernant leur intégration dans le corps militaire. Abdallah Hamdok a également souhaité lors de sa conférence de presse créer un conseil législatif de transition. Il espère ainsi éradiquer les vestiges du régime d'Omar el-Béchir au sein de l'État et s'attaquer à la crise économique qui asphyxie son pays. Le Soudan est actuellement dirigé par un gouvernement civilo-militaire né d'un accord en août 2019 après la chute d'Omar el-Béchir, chassé du pouvoir après plusieurs mois de manifestations populaires. Depuis, Khartoum fait face à des défis de taille dont une économie désastreuse, héritée des 30 ans de règne d'Omar el-Béchir, marquée par les conflits armés et les sanctions internationales. Au Gabon, le 7 janvier 2019, deux jeunes militaires dirigés par le lieutenant Kelly Ondo Obiang de la garde républicaine ont occupé la radio nationale gabonaise au petit matin et diffusé un message annonçant la prise du pouvoir par l'armée. Mais la riposte des forces spéciales avait permis de reprendre le pouvoir dans la mi-journée de ce même 7 janvier. Les militaires arrêtés dans le cadre de cette opération paru devant une cour spéciale militaire ce lundi. Dans le dossier de tentative de coup d'État du 7 janvier 2019 au Gabon, ils sont en tout 10 militaires incarcérés ainsi qu'un civil, un militant de l'opposition, coordonnateur adjoint des jeunes de l'Union nationale. Les putschistes arrêtés ont comparu devant une cour spéciale militaire ce lundi. Ils étaient dirigés par le lieutenant Kelly Ondo Obiang. Ses avocats ont ce lundi plaidé pour qu'ils comparaissent en uniforme de l'armée. Refus catégorique des juges. Finalement, le jeune lieutenant est apparu en pantalon de jean et chemise blanche. Quand il a été autorisé à parler, Kelly Ondo n'a pas mâché ses mots. J'ai pris mes responsabilités avec 3 frères d'armes. J'ai fait appel au peuple pour que le peuple gabonais puisse défendre sa souveraineté. Je me suis rapproché de mes hommes pour défendre la patrie. Donc ce n'est pas une association de malfaiteurs, mais une association de patriotes, s'est-il défendu. Pour son avocat, Maître François Meillet, le chef des putschistes du 7 janvier 2019 est un héros parce qu'il a pu mettre au grand jour ce qui se passait dans les salons et qui devrait aboutir à autre chose de plus grave. Kelly Ondo Obiang a dit avoir déjoué un coup d'État que préparait le chef des services de renseignement de l'époque, Frédéric Bongo, frère du président Ali Bongo. Contacté, l'avocat de l'État n'a pas souhaité faire de commentaires à cette étape de la procédure. La prochaine audience est prévue demain jeudi. Le procès du journaliste marocain Souleymane Rassouani, en grève de la faim depuis 76 jours, a été renvoyé au 29 juin après une brève audience à laquelle il n'était pas présent. Son état de santé a fait objet de débat au cours de cette audience. Souleymane Raissouni n'a pas assisté à son audience car les conditions liées à son état de santé ne sont pas remplies, a déclaré son avocate Souad Brahma à la sortie de l'audience à la cour d'appel de Casablanca. Il était prêt à venir à condition d'être transporté en ambulance et d'avoir un fauteuil roulant, selon ses avocats qui ont demandé une expertise médicale. Son absence a été considérée comme un refus par la cour qui lui a adressé un avertissement. L'administration pénitentiaire a, elle, accusé le journaliste vendredi de chercher à tromper l'opinion publique en observant une pseudo-grève de la faim. Raissouni, rédacteur en chef du journal Akhbar Al-Yaoum, en banqueroute depuis mi-mars, est poursuivi pour agression sexuelle après une plainte déposée par un militant LGBTQ pour des faits qu'il conteste. Pour ses soutiens, il s'agit d'un procès politique. Ce week-end, le journaliste de 49 ans a été hospitalisé à 2 reprises après avoir perdu conscience, selon ses avocats. Il frôle la mort, a affirmé son épouse, Kholoud Mokhtari. Arrêté fin mai 2020, Souleymane Raissouni dit avoir perdu, depuis plus de 35 kg,
dont 18 kg pendant sa grève de la faim lancée pour dénoncer la grande injustice de sa détention préventive. La justice a rejeté toutes ces demandes de remise en liberté malgré une forte mobilisation au Maroc et à l'international. Omar Hadi, un reporter de 34 ans, est également en détention préventive depuis près de 11 mois pour des accusations de viol et d'espionnage qu'il conteste lui aussi. L'audience de la journée, qui se tenait dans le même tribunal, mais dans une autre salle, a été consacrée à des questions de forme avant d'être également renvoyée au 29 juin. Les autorités de Kinshasa ont annoncé avoir pris des mesures radicales contre la propagation du coronavirus dans la capitale de la République démocratique du Congo face à la hausse des contaminations et surtout la présence du très contagieux variant Delta en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi avait déjà annoncé le 15 juin dernier des mesures qu'il voulait efficaces. Reportage. Face à la hausse des contaminations et à la présence du très contagieux variant Delta en RDC, le président Félix Tshisekedi avait annoncé le 15 juin des mesures qu'il voulait efficaces. Mais depuis, les contaminations quotidiennes dans le pays sont passées de 250 le 15 juin à 404 nouveaux cas, dont 347 à Kinshasa, selon le dernier bulletin épidémiologique mardi. La capitale Kinshasa est en tête des contaminations. 27 900 cas sur 38 330 pour l'ensemble du pays. Face à cette situation, il est interdit sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa la vente sur la voie publique, le rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics ou privés clos, indique un arrêté du gouverneur de Kinshasa. Dans les transports publics, seuls 50% de la capacité d'accueil seront tolérés. Les mototaxis ne sont autorisés à ne prendre qu'un seul passager. Note ce document signé lundi. Par ailleurs, les entreprises publiques et privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. Les églises sont aussi astreintes à réduire le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil. Il en est de même pour les restaurants qui sont autorisés à fonctionner jusqu'à 21h. Tout contrevenant sera soumis à une amende de 10 000 francs congolais. En cas de non-respect des mesures barrières par une église, celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours. Avertit le gouverneur de Kinshasa. Depuis le 10 mars 2020, la RDC, pays d'au moins 80 millions d'habitants, a enregistré 38 330 contaminations et 888 décès recensés. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.